6e septembre 1914, près de Meaux, à quelques kilomètres de Paris. Le sergent Louis Bertrand s'accroupit derrière son canon de 75 mm et observa les colonnes allemandes qui avançaient à travers les champs de blé. Elles venaient en rang serré, baïonnettes au clair, confiantes que rien ne pourrait les arrêter. Après tout, elles avaient balayé l'armée belge, bousculé l'armée britannique et repoussé les Français sur 300 kilomètres. Paris était à portée de main. La victoire semblait assurée. Ce que ces soldats allemands ne savaient pas, c'est que dans les prochaines minutes, ils allaient rencontrer l'arme la plus meurtrière jamais déployée sur un champ de bataille. Un canon français qui pouvait tirer 20 coups par minute, qui ne reculait pas, qui ne nécessitait pas de réajustement après chaque tir. Un canon qui allait transformer cette journée en cauchemar et sauver la France de la défaite. Les Allemands avaient sous-estimé l'artillerie française. C'était compréhensible. Leur propre artillerie, les lourds canons Krupp, avaient pulvérisé les forts belges. Leurs obusiers de 105 et 150 mm avaient massacré l'infanterie française dans les batailles d'août. L'état-major allemand croyait posséder la supériorité en artillerie. Il se trompait. La France possédait une arme secrète, développée dans le plus grand secret depuis 1897. Une arme si révolutionnaire que même les alliés français n'en connaissaient pas tous les détails. Cette arme, c'était le canon de 75 mm modèle 1897. Les artilleurs l'appelaient simplement le 75 ou, plus affectueusement, Mademoiselle 75. Le développement du 75 commença après la guerre franco-prussienne de 1870. Cette guerre avait été un désastre pour la France. L'artillerie prussienne, supérieure en nombre et en qualité, avait écrasé les canons français. Napoléon III fut capturé, Paris assiégé. La défaite fut totale et humiliante. L'armée française jura de ne plus jamais être surpassée en artillerie. Pendant 27 ans, ingénieurs et artilleurs travaillèrent dans l'ombre pour créer le canon parfait. Le résultat fut présenté en décembre 1897. Le canon de 75 mm, modèle 1897, représentait un bond technologique si important qu'il rendit obsolète toute l'artillerie existante dans le monde. Voici pourquoi. Le 75 incorporait un système de recul hydropneumatique révolutionnaire. Avant cette innovation, quand un canon tirait, le recul projetait toute la pièce en arrière, parfois de plusieurs mètres. Les servants devaient repositionner le canon, réajuster la visée, puis tirer à nouveau. Ce processus prenait du temps. Un bon équipage pouvait tirer 3, peut-être 4 coups par minute maximum. Le système de recul du 75 changeait tout. Quand le canon tirait, seul le tube reculait. Le reste de la pièce restait immobile. Un système de pistons hydrauliques et de ressorts pneumatiques absorbait l'énergie du recul, puis ramenait automatiquement le tube en position. Les servants n'avaient donc pas besoin de réajuster la visée. Ils ouvraient l'un simplement, la culasse, éjectaient la douille vide, chargeaient un nouvel obus, fermaient la culasse et tiraient à nouveau. Un équipage bien entraîné pouvait tirer 20 coups par minute. 20. C'était 5 fois plus rapide que n'importe quel autre canon au monde. La munition était tout aussi innovante. Les obus de 75 mm étaient encartouchés, c'est-à-dire que l'obus et la charge propulsive formaient une seule unité. L'artilleur n'avait pas besoin de mesurer la poudre,
d'insérer séparément l'obus, puis la charge. Il prenait simplement la cartouche complète, la glissait dans la culasse, fermait, tirait. Simple, rapide, efficace. La poudre utilisée était sans fumée, une invention française datant de 1884. Cela signifiait que les servants n'étaient pas aveuglés par la fumée après chaque tir. Ils pouvaient voir leur cible, ajuster, continuer à tirer. Les canons ennemis, utilisant encore de la poudre noire, disparaissaient dans des nuages de fumée après quelques salves, révélant leur position et aveuglant leurs servants. Le mécanisme de culasse était un chef-d'œuvre de simplicité. Basé sur le système Nordenfeldt, il permettait d'ouvrir et fermer la culasse en un seul mouvement fluide. Les artilleurs s'entraînaient jusqu'à ce que l'opération devienne instinctive. Ouvrir, éjecter, charger, fermer, tirer. 3 secondes, puis recommencer. Encore et encore. C'était une chorégraphie mortelle, perfectionnée par des milliers d'heures d'entraînement. La portée du 75 était de 6500 mètres. Pas exceptionnel comparé aux obusiers lourds allemands qui tiraient à 12 ou 15 000 mètres. Mais le 75 n'était pas conçu pour le tir indirect à longue portée. C'était un canon de campagne, destiné à détruire l'infanterie et la cavalerie ennemie à portée visuelle. Et pour ce rôle, sa cadence de tir compensait largement sa portée limitée. Un obusier allemand pouvait tirer peut-être 3 coups par minute à longue portée. Un 75 tirait 20 coups à moyenne portée. En 1 minute, un seul canon français déversait plus d'acier sur l'ennemi que 3 obusiers allemands. La précision était également remarquable. Les viseurs optiques permettaient aux artilleurs de viser avec une exactitude inconnue auparavant. Les obus fusants, équipés de fusées réglables, explosaient au-dessus des troupes ennemies, projetant des éclats dans un rayon meurtrier. Les obus explosifs pénétraient les fortifications légères avant d'exploser. Les obus à balles, chargés de milliers de billes de plomb, transformaient chaque tir en un gigantesque fusil de chasse. Contre l'infanterie massée, c'était dévastateur. Le canon lui-même ne pesait que 1140 kg. Cela peut sembler lourd, mais c'était léger pour un canon de cette puissance. Il pouvait être tracté par 6 chevaux, déplacé rapidement, mis en batterie en quelques minutes. Sa mobilité était un atout majeur. Les Allemands utilisaient des canons plus lourds qui nécessitaient 12 chevaux ou plus, prenaient 1 heure à positionner. Le 75 était agile, réactif. Il pouvait se déplacer avec l'infanterie, fournir un appui-feu immédiat, puis se repositionner avant que l'artillerie ennemie ne puisse riposter. En 1914, l'armée française possédait 4080 canons de 75 mm. C'était la plus grande concentration d'artillerie moderne au monde. Chaque division d'infanterie française avait 3 groupes d'artillerie, chacun avec 3 batteries de 4 canons. 36 canons par division. Les divisions de cavalerie avaient leur propre groupe de 75 hippomobiles. L'artillerie française était une force colossale, prête à déverser un déluge de feu. Mais il y avait un problème. Le haut commandement français ne comprenait pas comment utiliser cette arme. La doctrine française d'avant-guerre mettait l'accent sur l'offensive à outrance. L'infanterie devait attaquer avec élan, baïonnette au clair, portée par le moral et le courage. L'artillerie était là pour soutenir, mais pas pour dominer. Cette doctrine allait coûter des centaines de milliers de vies dans les premières semaines de guerre. Quand l'Allemagne déclara la guerre, le 3 août 1914,
le plan Schlieffen se mit en mouvement. 7 armées allemandes, plus d'1,5 million d'hommes, déferlèrent à travers la Belgique et le nord de la France. Leur objectif était simple: contourner les fortifications françaises de l'Est, balayer à travers la Belgique et le nord de la France, encercler Paris par l'ouest, puis prendre l'armée française à revers. Si tout se passait selon le plan, la guerre serait terminée en 6 semaines. La France serait vaincue avant que la Russie ne puisse mobiliser pleinement à l'Est. Les premières batailles furent catastrophiques pour la France. L'offensive française en Alsace-Lorraine, lancée selon la doctrine de l'offensive à outrance, se brisa contre les positions allemandes préparées. L'infanterie française, portant encore des pantalons rouges Garance visibles à des kilomètres, avança en formation serrée contre des mitrailleuses et de l'artillerie lourde. Les pertes furent effroyables. En 2 semaines, la France perdit plus de 300 000 hommes, tués, blessés ou capturés. Des régiments entiers furent anéantis, des divisions réduites à des fragments. Pendant ce temps, les armées allemandes avançaient inexorablement à travers la Belgique. Liège tomba. Bruxelles fut occupée. Les Britanniques, avec leurs petites mais professionnelles forces expéditionnaires, livrèrent une bataille d'arrêt à Mons le 23 août. Ils infligèrent de lourdes pertes aux Allemands, mais furent forcés de se replier. Les Français, repoussés partout, ordonnèrent une retraite générale. L'armée française recula sur 300 km en 2 semaines. C'était la plus grande retraite de l'histoire militaire française depuis les guerres napoléoniennes. Le gouvernement français quitta Paris pour Bordeaux. La panique s'empara de la capitale. Des milliers de civils fuirent vers le sud. L'armée allemande était à moins de 50 km. Les avant-gardes de cavalerie allemande pouvaient voir la tour Eiffel avec leurs jumelles. La chute de Paris semblait inévitable. Et si Paris tombait, la France perdrait probablement la guerre. Mais le général Joseph Joffre, commandant en chef français, n'avait pas abandonné. Pendant la retraite, il avait réorganisé ses armées, remplacé les généraux incompétents, consolidé les unités dispersées. Il avait remarqué quelque chose d'important. Les Allemands, dans leur hâte d'atteindre Paris, avaient étiré leur ligne de ravitaillement. Leur aile droite, la première armée du général von Kluck, s'était écartée de l'aile suivante, créant un espace dangereux. Et au lieu de contourner Paris par l'ouest comme prévu, von Kluck avait tourné vers le sud-est, passant à l'est de Paris. Cela exposait son flanc droit. Joffre vit l'opportunité. Il ordonna une contre-offensive générale pour le 6e septembre. Toutes les armées françaises et britanniques devaient attaquer simultanément. La 6e armée française, nouvellement formée sous le général Monoury, devait frapper le flanc droit allemand depuis Paris. C'était un pari désespéré. Les troupes françaises étaient épuisées après 2 semaines de retraite et de combat. Le moral était bas. Mais Joffre savait que c'était la dernière chance de sauver la France. Le 6e septembre, au matin, la bataille de la Marne commença. Sur un front de 300 km, des millions d'hommes s'affrontèrent dans ce qui deviendrait l'une des batailles décisives de l'histoire. Et c'est là que le canon de 75 allait changer le cours de la guerre. Le sergent Louis Bertrand et sa batterie de 75 faisaient partie de la 6e armée. Ils avaient été transportés de Paris en réquisitionnant tous les taxis disponibles, un épisode qui deviendrait légendaire comme les taxis de la Marne. Maintenant, ils étaient en position près de Meaux, face à l'avance de l'infanterie allemande. Bertrand avait servi comme artilleur pendant 12 ans.
Il connaissait son canon comme sa propre main, mais il n'avait jamais tiré au combat. Personne dans sa batterie ne l'avait fait. C'était le baptême du feu. Les Allemands apparurent vers 9 heures du matin. Des colonnes d'infanterie avançant en ordre, drapeaux déployés, certains chantant. Ils s'attendaient à une résistance minimale. Les Français avaient reculé pendant 2 semaines. Pourquoi s'arrêterait-il maintenant? La distance était d'environ 3000 mètres. Le capitaine de batterie donna l'ordre. « Préparez-vous à tirer ». Bertrand et ses camarades ajustèrent leurs viseurs, réglèrent les fusées des obus pour explosion aérienne, attendirent l'ordre de feu. À 2500 mètres, l'ordre tomba. Feu! Les 4 canons de la batterie tonnèrent simultanément. 4 obus fusants explosèrent au-dessus de la colonne allemande. Des éclats d'acier balayèrent les rangs. Des dizaines d'hommes tombèrent. Avant que les Allemands ne puissent réagir, la batterie tira à nouveau. Et encore. Et encore. En 1 minute, 80 obus s'abattirent sur la colonne. C'était un déluge de feu et d'acier. L'infanterie allemande se dispersa, cherchant désespérément un abri. Mais ils étaient dans des champs ouverts. Il n'y avait nulle part où se cacher. Les obus continuaient à pleuvoir. À 2000 mètres, les canonniers passèrent aux obus explosifs, visant les groupes concentrés. Chaque explosion creusait un cratère et tuait tous ceux dans un rayon de 10 mètres. À 1500 mètres, ils utilisèrent les obus à balles. Chaque tir libérait une tempête de billes de plomb qui fauchait tout sur leur passage. En 10 minutes, la colonne allemande avait cessé d'exister. Des centaines d'hommes gisaient, morts ou blessés. Les survivants battaient en retraite, en désordre. La batterie de Bertrand avait tiré près de 400 obus. Les tubes des canons étaient chauds, mais fonctionnaient parfaitement. Les servants étaient épuisés, mais euphoriques. Ils avaient stoppé une attaque allemande sans perdre un seul homme. Cette scène se répéta tout le long de la ligne de bataille. Partout où les Allemands attaquaient, ils rencontraient le feu dévastateur des 75. L'artillerie française, déployée en masse, créait un rideau de feu impénétrable. Les généraux allemands, habitués à voir leur infanterie avancer malgré les pertes, découvrirent que contre le 75, l'avance était impossible. Les pertes étaient trop lourdes, trop rapides. Aucune troupe ne pouvait tenir sous un tel déluge. Le général von Kluck, commandant la première armée allemande, reçut des rapports de plus en plus alarmants. Ses divisions étaient mal stoppées partout. Les pertes montaient en flèche. Mais ce qui le troublait le plus, c'était la description du tir d'artillerie français. Les rapports parlaient d'un feu d'une intensité jamais vue. Certains officiers affirmaient que les Français tiraient 20 coups par minute. Von Kluck rejeta ces rapports comme des exagérations causées par la panique. Aucun canon ne pouvait tirer si vite. C'était impossible, mais c'était vrai. Les batteries de 75, bien approvisionnées en munitions, tiraient sans interruption. Les servants travaillaient comme des machines. Ouvrir, éjecter, charger, fermer, tirer. 3 secondes par coup, 20 coups par minute, heure après heure. Les canons eux-mêmes tenaient remarquablement bien. Le système de recul hydropneumatique fonctionnait parfaitement. Les tubes ne surchauffaient pas grâce à leur conception. Les culasses ne se bloquaient pas. C'était l'arme parfaite pour cette bataille. Au centre de la ligne, près de Montmirail, une division allemande tenta une attaque décisive. 3 régiments d'infanterie, soutenus par de l'artillerie lourde, devaient percer les lignes françaises. L'attaque commença à midi le 7 septembre.
l'artillerie allemande bombarda les positions françaises pendant 1 heure. Puis l'infanterie avança. Mais les Français avaient retiré leur première ligne pendant le bombardement. Quand l'infanterie allemande avança, elle trouva les tranchées vides. Puis, des positions cachées, 36 canons de 75 ouvrirent le feu simultanément. 720 obus par minute s'abattirent sur les 3 régiments allemands. Pendant 5 minutes, cette tempête de feu continua. 3600 obus, l'équivalent de ce qu'une batterie d'artillerie conventionnelle aurait tiré en 3 heures, déversé en 5 minutes. Quand le tir cessa, les régiments allemands avaient perdu plus de 1500 hommes. L'attaque s'effondra. Les survivants refluèrent en désordre vers leur ligne. Le général allemand qui avait ordonné l'attaque écrivit dans son rapport : « L'artillerie française possède une capacité de tir que nous ne pouvons égaler. Nos pertes sous leur feu sont insupportables. À moins de supprimer leur artillerie, toute avance est impossible. Mais supprimer l'artillerie française était plus facile à dire qu'à faire. » Les batteries de 75 étaient mobiles. Elles tiraient, puis se déplaçaient avant que les contre-batteries allemandes ne puissent les localiser. Et même quand les Allemands parvenaient à tirer sur les positions françaises, les canons étaient souvent déjà partis. Le 8 septembre, von Kluck réalisa que sa position était intenable. Son flanc droit était pilonné par l'artillerie française. Son front était bloqué. Et maintenant, des rapports indiquaient que les Britanniques et la 5e armée française avancèrent dans l'espace entre sa première armée et la 2e armée allemande. Ils risquaient l'encerclement. À contre-cœur, il ordonna la retraite. La première armée allemande, qui avait été à 50 km de Paris, commença à reculer vers le nord. Le 9 septembre, toute la ligne allemande reculait. Ce qui avait commencé comme une retraite tactique devint une retraite générale. Les Allemands abandonnèrent l'idée de prendre Paris. Ils se replièrent sur la rivière Aisne, où ils creusèrent des tranchées et se préparèrent à défendre. La bataille de la Marne était terminée. La France avait gagné. Paris était sauvé. Et l'arme qui avait fait la différence était le canon de 75 mm. Les statistiques de la bataille étaient stupéfiantes. L'artillerie française avait tiré plus de 3 millions d'obus pendant la bataille de la Marne. C'était plus que ce que toutes les armées avaient tiré pendant toute la guerre franco-prussienne de 1870. Les pertes allemandes s'élevaient à plus de 250 000 hommes. Les pertes françaises étaient également lourdes, environ 240 000, mais contrairement aux Allemands, les Français tenaient le terrain. Plus important encore, la bataille avait brisé le plan Schlieffen. L'Allemagne avait misé sur une victoire rapide à l'ouest avant de se retourner contre la Russie. Maintenant, cette stratégie était en ruine. La guerre allait durer, devenir une guerre d'usure, une guerre de tranchées. Une guerre que l'Allemagne, avec ses ressources limitées et ses 2 fronts, ne pouvait pas gagner. Le canon de 75 devint instantanément une icône. Les journaux français le célébrèrent comme le sauveur de la patrie. Des affiches le montraient, crachant le feu contre les envahisseurs. Les soldats l'appelaient affectueusement Mademoiselle 75, comme si c'était une personne, une héroïne de la République. Les artilleurs qui le servaient étaient traités comme des héros nationaux. Les Allemands, pour leur part, développèrent un profond respect, mêlé de crainte pour le 75. Les soldats qui avaient survécu à son feu ne l'oubliaient jamais. Un soldat allemand écrivit dans une lettre : « On peut survivre aux mitrailleuses en se couchant.
On peut survivre aux obus lourds en se dispersant, mais contre le 75 français, il n'y a pas de défense. Il tire trop vite, trop précisément. On ne peut que prier et espérer que les obus tombent ailleurs. L'état-major allemand ordonna le développement immédiat de canons similaires. Mais copier le 75 n'était pas simple. Le système de recul hydropneumatique était complexe, protégé par des brevets, et nécessitait une métallurgie de précision. Il faudrait à l'Allemagne presque 2 ans pour développer un équivalent, le K-16, et même celui-ci n'égalait pas les performances du 75. Pendant ce temps, le 75 continua de dominer les champs de bataille. Dans la guerre de tranchées qui suivit la Marne, il devint l'arme défensive par excellence. Chaque fois que les Allemands tentaient une offensive, le 75 la brisait. À Verdun, en 1916, des centaines de 75 défendirent la ville pendant 10 mois de bataille acharnée. Les Allemands lancèrent vague après vague d'attaques, soutenues par une artillerie massive. Mais les 75, tirant à tir tendu depuis des positions protégées, massacrèrent les assaillants. Un exemple mémorable eut lieu le 21 février 1916, premier jour de la bataille de Verdun. Les Allemands avaient déconcentré 1200 canons, le plus grand bombardement de l'histoire, jusqu'alors. Pendant 9 heures, ils pilonnèrent les lignes françaises. Les tranchées furent détruites. Les fortifications s'effondrèrent. Puis l'infanterie allemande avança, confiante que rien n'avait pu survivre. Mais des abris souterrains, les artilleurs français émergèrent, traînèrent leurs 75 en position et ouvrirent le feu. En quelques heures, l'attaque allemande était brisée. Le capitaine Charles de Gaulle, futur président de la France, combattit à Verdun et écrivit plus tard « Le 75 était l'âme de la défense. Sans lui, Verdun serait tombé. Avec lui, chaque attaque allemande se heurtait à un mur de feu. Les Allemands ont jeté des centaines de milliers d'hommes contre nous. Le 75 les a tous arrêtés. En 1917, quand les États-Unis entrèrent en guerre, ils ne possédaient pratiquement pas d'artillerie moderne. L'armée américaine commanda immédiatement des 75 à la France. Au total, 3000 canons furent livrés. Les artilleurs américains s'entraînèrent sur ces canons, les utilisèrent au combat et les adorèrent. Après la guerre, les États-Unis achetèrent les droits de production et continuèrent à fabriquer le 75. Il resta en service dans l'armée américaine jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. La production totale du 75 pendant la Première Guerre mondiale dépassa 21 000 pièces. Il servit dans 15 pays différents. Certains restèrent en service jusqu'aux années 1950. Des 75 modifiés furent utilisés comme canons anti-chars pendant la Seconde Guerre mondiale. D'autres devinrent des canons anti-aériens. Certains furent montés sur des camions, créant les premiers canons automoteurs. Le 75 était si polyvalent, si fiable, qu'il trouva des applications bien au-delà de son rôle original. Mais son héritage le plus important était conceptuel. Le 75 prouva que la cadence de tir était aussi importante que la puissance. Il montra que la mobilité et la précision pouvaient compenser un calibre plus petit. Il démontra la valeur des munitions encartouchées et de la poudre sans fumée. Tous les canons modernes doivent quelque chose au 75. C'était le prototype du canon d'artillerie du XXe siècle. Le sergent Louis Bertrand survécut à la guerre. Il continua à servir son 75 pendant 4 ans, participant à toutes les grandes batailles.
Verdun, la Somme, le chemin des Dames, l'offensive finale de 1918. Son canon tira plus de 15 000 obus pendant la guerre. Il ne fut jamais détruit, jamais capturé. Quand l'armistice fut signé le 11 novembre 1918, Bertrand et son équipage pleurèrent. Ils avaient survécu. Leurs canons les avaient protégés et avaient protégé la France. Dans une interview en 1930, Bertrand déclara « Le 75 n'était pas juste un canon. C'était un membre de l'équipage. Nous le traitions avec respect et amour. Il nous rendait l'appareil en ne nous laissant jamais tomber. Combien de fois a-t-il sauvé nos vies en brisant une attaque allemande? Combien de camarades vivent aujourd'hui parce que le 75 a tenu la ligne? Je ne peux pas compter. Mais je sais ceci. Sans le 75, nous aurions perdu la guerre. L'histoire du canon de 75 est l'histoire de la façon dont l'innovation technologique peut changer le cours de la guerre. C'est aussi l'histoire de la résilience française. Après la défaite catastrophique de 1870, la France aurait pu sombrer dans le désespoir. Au lieu de cela, elle a transformé l'humiliation en détermination. Elle a investi dans la science, l'ingénierie, l'innovation. Et 27 ans plus tard, quand la guerre revint, la France était prête. Le 75 était le fruit de cette préparation. C'était la preuve que les leçons de l'histoire, amèrement apprises, peuvent être transformées en victoire. Les Allemands avaient interrompu leur offensive, non pas parce qu'ils manquaient de courage ou de détermination. Ils s'arrêtèrent, parce qu'ils avaient rencontré une arme contre laquelle ils n'avaient pas de réponse. Le 75 français créait un feu d'une intensité qu'aucune armée ne pouvait traverser. Ce n'était pas de la magie, c'était de la science, de l'ingénierie et des milliers d'heures d'entraînement. Mais le résultat était le même. Quand les 75 entrèrent en action, les offensives allemandes s'arrêtèrent. C'était aussi simple et aussi définitif que cela. Aujourd'hui, des 75 sont exposés dans des musées à travers le monde. Ils sont des monuments silencieux, à une époque où l'artillerie régnait sur le champ de bataille. Mais ils sont aussi des rappels d'une vérité fondamentale. Dans la guerre, comme dans la vie, l'innovation et la préparation font la différence entre la victoire et la défaite. La France de 1914 avait préparé son salut pendant 27 ans. Quand le moment crucial arriva, quand Paris était menacé et la défaite semblait certaine, cette préparation porta ses fruits. Mademoiselle 75 sauva la République. Et son écho résonne encore aujourd'hui, chaque fois qu'on se souvient de la Marne, chaque fois qu'on honore ceux qui tinrent la ligne quand tout semblait perdu.